Je pense qu'il y a un très grand décalage, de toute façon, entre la façon dont on parle de la sexualité dans les magazines, dans les médias, et la sexualité réelle des gens dans leur lit. Je pense que de toute façon, quand on parle dans les magazines d'échangisme, de triolisme et même de sextoy, c'est réservé à une certaine élite. Et ce que j'ai trouvé fabuleux dans le premier documentaire, c'est qu'il est commencé par cette jeune fille qui avait un orgasme rien que par la contraction périnéale de ses muscles. C'est que ce qui a été dit, c'est elle connaît son corps. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'une multitude de fantasmes et finalement, on oublie comment fonctionne notre corps. C'est-à-dire, on va parler beaucoup plus d'une femme à une femme pour lui dire le triolisme, c'est fantastique, mais on ne va pas lui expliquer comment apprendre à contracter son périnée, comment apprendre à prendre du plaisir de manière banale. Finalement, le plaisir vaginal, c'est devenu quelque chose de purement banal pour beaucoup de femmes. Alors, on n'en parle plus. On n'en parle pas, c'est pas médiatique. Je vais parler d'une autre idée reçue qui concerne la masturbation. Là, c'est Philippe Bruno qui nous dit que, évidemment, ça reste le tabou le plus solide de la morale sexuelle occidentale. Et c'est vrai. Je rappelle d'ailleurs que, pour essayer de le combattre, il a fait un livre qui s'appelle Éloge de la masturbation chez Ulma. Donc, si vous voulez combattre ce tabou, eh bien, lisez le livre de Philippe Bruno. Alors, il y a un sondage extraordinaire, je trouve. C'est une étude allemande que vous nous avez communiquée. Selon cette étude, alors, 90% des femmes ont un orgasme ont eu un orgasme lors de leur dernière masturbation, alors qu'elles ne sont que 74% à avoir eu un orgasme lors de leur dernier rapport sexuel. On en conclut d'ailleurs qu'il vaut mieux être seul qu'avec un partenaire. Enfin, pour les femmes, du coup, les femmes peuvent se passer de partenaires sur une statistique comme celle-là. C'est auf jeden Fall effektiv. Bah oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus efficace et ça va plus vite. C'est ce que vous dites. Absolument. Mais oui, tout à fait. C'est aussi votre... Je dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'on ne cherche pas la même chose quand on est seul que quand on est que dans une relation sexuelle à deux où on ne va pas forcément rechercher un orgasme. Mais c'est vrai que seul, on peut avoir des orgasmes multiples beaucoup plus facilement finalement que quand on est à deux. Mais peut-être que l'intensité sera pas la même. Par exemple, on va plus facilement avoir un orgasme vaginal quand on est avec quelqu'un plutôt que quand on est seul où ce sera Mais ce que je veux dire, c'est que, pour confirmer tout ça, je veux dire que vous êtes plus sûr d'avoir un orgasme si vous vous en occupez toute seule que si vous essayez de tenter l'aventure avec un homme. Bien sûr. Sûr. Très bien. Vous savez, vous connaissez ce mot d'humour qui était ramené par Freud, d'ailleurs d'un humoriste allemand, et qui dit que le coït est un succès d'année bien inférieur de la masturbation. Ah bon. Alors, écoutez, en même temps... Moi, je dirais qu'on a vraiment affaire là à des choses différentes. Du reste, on a de plus en plus de femmes qui ajoutent la masturbation à la pénétration pendant le coït. C'est très bien. Mais ce que je trouve le plus important, c'est que ces chiffres soient enfin publiés. Ça, c'est très bien. Une vraie femme, c'est une femme qui a une sexualité autonome et pas une sexualité limitée au coït. Mais alors... Bien sûr. Alors, deuxième chiffre, qui va là vous mettre en difficulté, j'espère, c'est que la masturbation féminine reste beaucoup plus tabou que la masturbation masculine. Le rapport Spira en 1993 indique, donc qui fait autorité, c'est le rapport qui fait autorité, indique seulement que 42% des femmes disent avoir déjà essayé la masturbation, contre 84% des hommes. C'est-à-dire moins d'une femme sur deux dit avoir essayé la masturbation, comme quasiment tous les hommes. Alors, or, si on met ça en relation avec l'autre chiffre, l'autre statistique qui tend à montrer qu'en fait, il vaut mieux faire ça toute seule que faire ça avec un homme, on comprend pas, quoi. Il y a quelque chose là où l'information a mal circulé, non ? Ça reste difficile pour toutes les femmes d'échapper vraiment au poids de la culpabilité et de la pudeur. Par exemple, pour les femmes d'un certain âge, de 60-70 ans, c'est peut-être assez facile de dire j'ai des rapports sexuels, j'en ai encore, mais ce n'est pas facile pour autant de dire oui, je me masturbe. Et ce qui est curieux, c'est de voir, on s'en est aperçu dans des sondages, que pour les femmes jeunes, il y avait là aussi un blocage, parce qu'elles continuent de penser que les femmes plus âgées qu'elles ne se masturbent pas. Donc vous voyez, la fermeture, le poids sont encore là. Elles ne sont pas débarrassées de ce carcan. Et pourtant, c'est la génération des femmes de 20 à 30 ans. On peut simplement espérer pour elles qu'elles abordent la masturbation avec un petit peu plus de facilité. Mais je crois que le carcan est toujours là. Mais beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, quand même. Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait une sous-déclaration, c'est-à-dire que les femmes le disent. Mais il y a quand même beaucoup d'études qui montrent... Maintenant, quand même, maintenant, non ?
La masturbation, on a pensé qu'elle allait se répandre plus facilement, d'abord avec une information, et que les filles jeunes allaient mieux se connaître en pratiquant la masturbation. Or, on a l'impression que parmi les filles très jeunes, elles viennent très vite avoir beaucoup de rapports sexuels qui leur font dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de masturbation puisque elles ont des rapports sexuels. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué et qui amène à... Mais parce que l'âge du premier rapport sexuel qui baisserait régulièrement, c'est un mythe. Non, je ne sens pas. Non, il ne change pas. Ovidie, Ulrike Brandebourg nous dit avant cette émission, on peut aimer le sexe sans orgasme. Il faut absolument échapper à cette dictature de l'orgasme qui a des effets catastrophiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ulrike là-dessus? Non seulement aimer le sexe sans orgasme, mais est-ce que vous concevez de pratiquer le sexe sans orgasme? À long terme, non. Mais c'est vrai que la course à l'orgasme a eu un effet très négatif. On l'a présenté dans certains magazines féminins, un peu comme la dernière crème de beauté à la mode. C'était le dernier produit tendance. Et je pense que oui, de toute façon, c'est simple. Plus on cherche à avoir un orgasme, moins on l'a. Plus on court après, moins on a de chance de l'avoir. Après, je pense il est bon de connaître son corps, de faire des efforts, de faire un pas en avant pour essayer de se connaître soi-même et de développer certaines sensibilités, ça c'est sûr. Mais si pendant l'acte sexuel on se dit « faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive », vous êtes d'accord, Philippe Bruno? Il faut déculpabiliser cette course à l'orgasme. Déculpabiliser la course à l'orgasme, c'est vrai. Et ce que dit Ulrike est important tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi diaboliser les femmes qui n'auraient pas d'orgasme vaginal? Puisque vous dites, il peut très bien y avoir une stimulation clitoridienne pendant le même temps. Qu'est-ce que ça peut faire? Il faut arrêter d'avoir une espèce de terrorisme de l'orgasme et de l'orgasme vaginal. Il peut y avoir des rapports entre deux personnes qui se sont choisies, qui sont bien ensemble, des rapports qui donnent un orgasme pour l'un, un orgasme pour l'autre, qui en donnent pas forcément, qui en donnent en même temps. Il faut arrêter surtout de vouloir optimiser cela. Et à ce moment-là, on a des sexualités qui sont beaucoup plus épanouies. Et en tout cas, il faut arrêter cette idée, vous savez, qui est surtout une idée au départ freudienne, qui était que la femme, la vraie femme, était une femme qui jouissait sous le pénis de l'homme. Non, c'est une femme qui se connaît, qui peut jouir à son, et elle jouira pendant le rapport, elle jouira avec elle-même, elle jouira comme elle le désire. Alors, autre idée reçue, on dit à propos de la sexualité féminine, à 60 ans c'est fini. Or là encore, c'est l'inverse. Il y a une étude allemande dont nous a parlé Ulrike. 65% des femmes de 60 ans ont eu un orgasme lors de leur dernier rapport sexuel, alors que seulement 54% des femmes de 30 ans ont connu l'orgasme. Autrement dit, on connaît plus l'orgasme à 60 ans qu'à 30 ans quand on est femme. Ulrike, c'est rassurant pour les femmes? Oui, effectivement, c'est rassurant. Et il y a vraiment beaucoup de femmes qui disent qu'à 60 ans, la sexualité occupe une place très importante dans leur vie et qu'elles ont des orgasmes tout à fait différents de ce qu'elles connaissaient à 30 ans. Des orgasmes plus intenses, pas plus fréquents, mais qui leur donnent un sentiment de plénitude meilleur. Ça donne envie de vieillir. Pour les femmes, en tout cas. Je ne sais pas si c'est pareil pour les hommes. À mon avis, c'est une question de maturité, parce que les femmes, en vieillissant, développent leur personnalité et peut-être qu'elles parviennent à laisser de côté leurs excès de pudeur. Donc elles parlent plus librement et elles sont plus ouvertes dans leurs demandes. Elles souhaitent aussi faire plus d'expérience, peut-être. Mais d'ailleurs, vous ajoutez qu'en fin de compte, dans cette affaire, la même étude montre que la fréquence des rapports sexuels ne dépend pas de l'âge des gens, mais plutôt de l'âge de la relation, de l'âge du couple. C'est-à-dire, plus Oui, c'est une autre étude, mais elle est très importante aussi. Ces résultats montrent en effet qu'on peut en finir avec un préjugé très tenace qui voulait qu'en vieillissant, la sexualité perde de son importance dans la vie. Et ce n'est pas vrai. Et on voit de plus en plus de gens relativement âgés qui rencontrent quelqu'un et qui revivent une vie de couple. Autrement dit, pour préciser pour les téléspectateurs, si on a 40 ans mais qu'on vit en couple depuis 20 ans, on a moins de chances d'avoir un orgasme que si on en a 60 et qu'on rencontre un homme de son âge pour la première fois. Mais en tout cas, vous avez beaucoup plus de chances à 60 ans dans une relation toute neuve qu'à 30 ans avec 10 ans de vie de couple.
Alors c'est très vrai aussi que la courbe de la sexualité des hommes et des femmes n'est pas tout à fait la même selon l'âge. C'est vrai qu'on voit les femmes, beaucoup de femmes s'épanouir, se connaître mieux, se laisser aller, oser, comme vous le dites, hein, oser entreprendre une sexualité plus libre. Et c'est vrai que les hommes ont plus de difficultés quelquefois avec l'âge, parce qu'on a des petites modifications de l'érection, on va avoir des troubles qui vont devoir s'accommoder avec souvent une demande, une exigence féminine. Et je crois qu'il faut que les couples, lorsqu'ils vont en âge, eh bien, essaient de s'adapter au fait que chacun n'est pas pareil, au fil du temps de l'âge du couple, hein, surtout. Alors, il y a aussi cette idée reçue sur les bons coups, pardonnez-moi l'expression, mais c'est l'expression courante, et les mauvais coups. Et Ulrike van den Burg nous dit, quand on a préparé cette émission, l'orgasme, cela s'apprend. Je ne crois pas que certaines personnes aient beaucoup de désir et d'autres pas. Vous êtes d'accord avec ça, Ovidie? Ça s'apprend, et ça s'apprend comment? Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a certaines choses qui s'apprennent. L'orgasme, non, ça ne s'apprend pas. Mais on peut apprendre à développer son plaisir sexuel. Ça, c'est certain. C'est vrai que souvent, les gens disent mais il n'y a pas besoin d'apprendre. Alors oui, c'est sûr, il n'y a pas besoin d'apprendre peut-être pour quand on utilise la sexualité comme un acte purement reproducteur. Ça, oui, éventuellement, ça peut ne pas s'apprendre. Mais comment dire, la sexualité, c'est un peu comme un bon repas. On peut manger juste pour se nourrir et survivre, et on peut apprendre à se tenir à table, à prendre du plaisir à partager un repas avec les autres, à manger quelque chose de bon. Pour moi, la sexualité, c'est à peu près pareil. Alors, Ovidie, dans les films porno, vous dites, vous avez été actrice, vous avez été réalisatrice, vous dites, le scénario est immuable, fellation, pénétration vaginale, anale, éjaculation faciale. Vous appelez ça d'ailleurs le tour du propriétaire, je trouve ça assez mignon. Ce parcours, les figures imposées, on allait dire, hein, en patinage artistique. Alors, en même temps, on entend beaucoup que le fait que le porno se soit démocratisé, entre guillemets, qu'il soit allé sur Internet, etc., on a beaucoup entendu dire que ce tour du propriétaire, ce que, d'une certaine manière, vous aussi condamnez, ça a généré chez les ados des pratiques sexuelles ou des rapports à la sexualité qui sont d'une certaine manière dégradés par rapport à ce que c'était auparavant. Est-ce que vous assumez ça ou pas? Déjà, je commencerai par dire que c'est vrai que la pornographie, c'est ce que je déplore, est devenue comme ça en grande partie, mais il n'existe pas que... C'est-à-dire, il existe autant de pornographies différentes que de façons de faire l'amour différentes. Donc, je dirais qu'on peut avoir accès à autre chose. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, la pornographie qui est la plus répandue sur Internet ressemble à peu près à ça. Et c'est probablement dommage, mais bon, maintenant, faut-il la censurer ou pas? Non, je pense absolument pas. Alors, une façon de combattre ça, c'est évidemment l'éducation sexuelle. Enfin, l'éducation, c'est terrible comme mot. L'éducation, le terme éducation, c'est pas génial. Mais bon. L'éducation sexuelle, on ne peut pas la faire au lycée, les parents ne peuvent pas la faire non plus. Alors, est-ce que justement, Ulrike, c'est à l'école, c'est en couple, c'est à la télé, où ça se fait, à votre avis? Où ça doit se faire? En Allemagne, nous avons engagé beaucoup d'efforts, par exemple dans les écoles, pour informer les enfants et les adolescents. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment un lieu de communication idéal pour eux quand il s'agit de sexualité. Il nous faudrait en fait d'autres lieux d'échange que ce milieu scolaire. Et il est important, comme le disait Ovidie, que tout le monde apprenne à se connaître et apprenne à connaître sa sexualité. Pour les jeunes, ça veut dire au-delà de la biologie, je me connais, je connais mes organes génitaux, mes réactions sexuelles et même mes besoins aussi. Et à 16 ans, on doit pouvoir développer quelques idées de ce qu'on souhaite et avoir un regard critique dégagé de la stimulation pornographique, qui n'empêche pas justement de l'utiliser plus positivement. Philippe Bruno, à votre avis, alors où ça s'apprend? Oui, alors moi où ça doit s'apprendre? Je réagis un petit peu aux deux choses. À l'avis d'Ovidie tout à l'heure, qui était que le sexe, ça s'apprend pas. Peut-être trouver d'autres termes, mais oui, les comportements sexuels sont profondément appris. Il n'y a pas vraiment, au niveau de la biologie, il n'y a pas vraiment un instinct sexuel qui pousserait l'un vers l'autre. Il y a des quantités de conduite, d'adaptation qui, si elles se développent toutes, à la fois dans la biologie, dans la psychologie, dans les codes sociaux, permettront que la sexualité se réalise, plus ou moins heureusement.
on connaît bien des choses qui vont freiner cette sexualité, des choses qui vont l'empêcher, des apprentissages qui vont pas se faire. Et la majorité des gens que l'on voit en couple ou que l'on voit pour leurs difficultés personnelles sont des défauts de cet apprentissage, enfin on va l'appeler autrement, de cette maturation de la sexualité. Alors où est-ce qu'il faut l'apprendre? En France, nous n'avons pratiquement pas d'éducation à la sexualité. C'est le porno qui a joué ce rôle, d'une certaine manière. Lorsqu'on parle de ça, justement, le problème de l'apprentissage, c'est qu'il faut un modèle. Et que le modèle, les gosses qui ont entre 10 et 15 ans, ils vont voler des images sur le net ou à la télévision, ils vont voir des images d'une sexualité qu'ils ne vont pas pouvoir reprendre. C'est certainement le modèle le plus difficile, parce que ça va culpabiliser des jeunes garçons qui n'y arrivent pas facilement, et ça va donner des impulsions ou quelquefois amener des comportements compliqués chez les filles. Là aussi. Alors, juste, dernière idée reçue avant de vous poser une question personnelle. Sur le mythe, un des plus forts, qui est de jouir en même temps. Quelque chose qui court comme ça dans... vous savez à quoi je fais référence. Est-ce que vous diriez, comme un certain nombre de vos confrères, que non seulement l'orgasme simultané est très rare, mais qu'il ne doit pas être une obsession, Ulrike? Oui, bien sûr. C'est très bien si ça arrive, c'est merveilleux, mais bon, c'est à considérer comme un cadeau en prime. C'est plutôt rare et en tout cas sûrement secondaire. Ovidie? Oui, puis surtout que on n'a pas forcément des orgasmes de la même durée. C'est-à-dire, par exemple, on va commencer à jouir en même temps, puis une fois que pour l'homme ce sera complètement fini, il y a sa partenaire féminine qui sera pas encore redescendue. Donc oui, c'est très rigolo quand ça arrive, mais c'est sûr qu'il ne faut pas en faire une obsession. Il ne faut pas en faire une obsession, il ne faut surtout pas en faire une espèce d'impératif. Et on a beaucoup de couples qui sont parce qu'ils cherchent sans arrêt à l'obtenir, et c'est là qu'ils n'y arrivent pas. Alors, moi j'avais une question personnelle, vous y répondrez si vous voudrez ou pas, pour terminer. Quand on réfléchit comme vous le faites, tous les trois, à ces questions du matin au soir, quand on réfléchit au plaisir, à l'orgasme, est-ce que ça vous aide ou pas dans votre vie personnelle, dans votre vie privée? Est-ce que c'est plutôt... Ça vous aide plutôt ou est-ce que ça vous dessert? Attendez, qui répond en premier? Moi je veux bien. Non, d'abord, on pourrait s'interroger, pourquoi la sexualité nous intéresse-t-elle autant? Alors ça, c'est une autre question. Non, je crois que c'est la même chose. C'est la même chose, c'est que souvent, beaucoup de sexologues ont été confrontés à des choses qu'ils ont voulu résoudre. Et c'est vrai que on a l'illusion d'abord d'essayer de comprendre, de maîtriser, et bien sûr qu'on a des aléas de la sexualité comme tout le monde. Qu'on connaisse mieux, oui, on a entendu beaucoup plus de témoignages. Qu'on fonctionne mieux, non, je crois on a la sexualité que l'on vit, et elle n'est pas plus exceptionnelle que les autres. Ulrike, vous n'y échapperez pas, à vous? Oui. Non, effectivement, on ne fonctionne pas mieux que les autres. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet que je n'aborde jamais sans plaisir. Ça reste très intéressant. En fait, on ne s'en lasse pas, ça change tout le temps. Ovidie? Je serais plus mitigée, je dirais que pour moi, non, évidemment, ça n'a eu aucun effet négatif, au contraire. En revanche, c'est peut-être plus du côté des partenaires que ça peut être déstabilisant, parce que une femme qui en sait trop, parfois, ça gêne. Ça gêne. Et alors ça, c'est vrai, c'est un truc qui fait peur. Ça fait peur. Vous faites peur aux hommes? Ah oui. Ah oui. Oui. Bon. Oui. Ah oui. On m'a balancé une fois... Vous dites oui aussi? Vous croyez que c'est agréable de faire l'amour avec l'encyclopédie du sexe? C'est ce qu'on m'a dit. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Rien. Remarquez ce que fantasment beaucoup de femmes par rapport aux sexologues. Un peu comme si nous connaissions, on n'en connaît pas plus que chacun d'entre vous, d'entre nous. Cela dit, l'inverse c'est vrai aussi pour les... C'est sûrement une particularité française, je crois. Alors là, c'est une autre émission. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche maintenant à sa fin. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je vous invite à consulter les ouvrages de nos invités que j'ai cités tout au long de cette émission, ainsi que Être soi dans le plaisir, c'est de Maïté Sauvé, que vous avez vu dans les films aux éditions Chiron, et aussi l'ouvrage allemand de Rolf Degen, Le meilleur des sentiments, ou Comment les hommes atteignent l'orgasme, c'est chez l'éditeur Eichborn. Voilà, je vous invite aussi à surfer sur le site d'Arte, à l'adresse suivante, c'est www.arte.tv.
Vous pouvez aussi bien sûr nous écrire, c'est Arte 4 quai du Chanoine Winter, boîte postale 20 035, 67 080 Strasbourg, CEDEC. Très bonne soirée, à bientôt.